Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Taverne. Je vous rappelle que La Taverne, c'est le format un peu plus relax, un peu plus réflexion que je propose sur la chaîne Héraclès TV. Alors, par exemple, dans ce format, je vous ai déjà proposé 2 vidéos sur le Liban, donc le Liban et la francophonie, sur l'histoire du Liban également, que vous retrouvez en cliquant sur la fiche dans le coin de l'écran. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux fameuses élections américaines qui ont lieu dans 3 semaines et dont beaucoup de gens s'entendent pour les qualifier d'élections les plus dangereuses de l'histoire de la démocratie américaine. Alors je vous propose qu'on revienne ensemble sur ces élections et qu'on découvre si on peut effectivement les qualifier d'élections les plus dangereuses de l'histoire au regard de l'histoire, justement. Allez, on se retrouve juste après cela. USA, USA, USA. Alors on nous dit souvent que cette élection est particulièrement violente, que Trump aurait attisé la haine avec, vous savez, tous les groupes conspirationnistes, voire suprémacistes blancs qui tournent autour de lui. I denounced white supremacy, okay? You did I 2 days denounced later. white supremacy for years. Et que donc ces élections seraient marquées non seulement par une montée de violence très élevée entre les démocrates et les républicains, et en plus un contexte de tension raciale qui serait exceptionnel. Or, quand on remet ça dans une perspective historique, on se rend compte que les Américains ont souvent connu des élections présidentielles avec un contexte très tendu, presque de guerre civile parfois. Alors, tout d'abord, il faut revenir sur les ségrégations raciales. Alors, je vous rappelle, l'origine des ségrégations raciales, c'est l'esclavage. Donc, l'esclavage aux États-Unis avait toujours lieu dans le sud des États-Unis au 19e siècle. Et notamment dans les plantations de coton, il y avait donc une ségrégation qui était effectuée entre les blancs qui tenaient les plantations et les noirs qui étaient esclavagisés et qui donc travaillaient dans celles-ci. Ce qui est également intéressant de se rappeler, c'est que c'est au 19e siècle, en fait, il y a très peu d'arrivées d'esclaves noirs depuis l'Afrique. Les arrivées se tarissent, il n'y a quasiment plus de nouvelles arrivées d'esclaves, et donc tous les esclaves noirs aux États-Unis sont des descendants déjà d'esclaves. On fait en sorte qu'ils aient une descendance, donc qu'ils puissent se marier, et donc c'est en fait leurs enfants qui vont travailler dans les plantations, et donc ce ne sont pas des nouveaux arrivants africains. Donc Lincoln est élu à la présidence des États-Unis, il veut faire abolir l'esclavage, les États du Sud refusent, forment un État sécessionniste qu'ils vont nommer la Confédération, qui va s'opposer aux États du Nord, qui sont eux unionistes. Et donc finalement, il va y avoir une abolition de l'esclavage par Lincoln, et le Nord va gagner sur le Sud, entraînant la fin du modèle économique reposant sur l'esclavage. Les esclaves noirs sont libérés. Pour autant, il reste de nombreuses discriminations à la fois sociales et légales qui font que les Noirs n'ont pas la même place dans la société américaine que les Blancs. Et ceci est d'autant plus vrai dans les États du Sud où il existe, comme vous le savez, il existait toujours des ségrégations en place jusque dans les années 60 et leur abolition totale sous Kennedy. Cependant, il faut également se rappeler que la fondation de la société américaine est fondamentalement violente. On pensera aux conquêtes tout simplement des États-Unis. Les anglo-saxons conquièrent le territoire actuel des États-Unis, soit en achetant les terres aux anciennes puissances occidentales, comme la France par exemple, qui vendra la Louisiane sous Napoléon Ier, ou bien en prenant les terres aux Indiens, qui le repoussent de plus en plus vers l'ouest. Et donc il y a fondamentalement une violence, parce que ce sont des colons qui prennent la terre d'autres. Donc ça ne se fait pas de façon on va dire, douce. Et la violence est fondamentale dans la construction de la société américaine. Alors ensuite, quand on revient sur le phénomène des élections, le parallèle est intéressant avec l'élection de 1968. Donc je vous rappelle le contexte, il est absolument explosif. Vous avez eu la montée du Ku Klux Klan dans le sud, donc qui a lutté contre la fin des ségrégations raciales. Donc d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette illustration là dans Mississippi Burning, c'est un très bon film. Il explique comment le Ku Klux Klan infiltre tous les étages de la prise de décision politique aux États-Unis, notamment dans le Sud, dans la police, dans la justice, bref, partout.
En 63, vous avez l'assassinat de Kennedy. Kennedy qui, sous son règne, si l'on peut dire, s'était rallié les Noirs américains. En 1965, vous avez des émeutes de Watts et vous avez l'assassinat de Malcolm X. Et donc, comme je vous le disais, en 1968, il y a de grosses tensions, d'énormes tensions sociales, je veux dire, qui sont largement comparables avec ce qu'on voit aujourd'hui, si ce n'est bien pire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'assassinat de Bobby Kennedy et l'assassinat de Martin Luther King. La même année. Vous vous rendez compte de la déflagration. Et à l'époque, c'est une élimination physique. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a des élections, des affaires judiciaires qui traînent en longueur, comme avec le fils de Biden. Non, à l'époque, on les liquide, les mecs. Ils se font liquider, physiquement. À vous imaginer la situation des États-Unis en 1968. Il y a une très bonne suite de documentaires d'ailleurs sur Netflix qui reviennent sur la guerre du Vietnam. Ils expliquent tout ça et on s'imagine pas l'état de déliquescence, je veux dire, de la société américaine à cette époque. Donc, en réalité, quand on pense à cette élection de 68, qu'on la compare avec cette élection de 2020, on se rend compte que la violence, dans les mots de l'élection actuelle, n'a rien à voir avec la violence qu'il y a pu avoir il y a 50 ans. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This is so right. Cette violence, qu'elle soit raciale ou bien purement politique, a toujours existé, fait partie de la politique américaine, fait partie de la société américaine. Et donc ces élections ne font pas preuve d'une violence exceptionnelle. Je veux dire, il y a une grande démagogie autour de ça, de la soi-disant des élections les plus dangereuses de l'histoire des États-Unis. Pour moi, ça c'est du total bullshit. C'est juste parce qu'on était habitué aux élections des années 2000 où c'était très relax. À part l'élection de 2000, je rappelle quand même, Bush il gagne contre Al Gore avec un décompte des voix qui n'est pas démocratique. C'est-à-dire que c'est la Cour suprême qui valide son élection. Donc, l'élection actuelle n'a rien d'exceptionnel sous ce point de vue-là. Alors, autre fait marquant de cette élection, comme je l'ai déjà dit dans la première partie, c'est l'arrivée à nouveau du combat des Noirs en fait sur la scène politique. Il était un peu en retrait avec Obama. Et en fait, là, on le retrouve sur le devant de la scène suite au mouvement Black Lives Matter qui a précédé l'élection. Et donc, on vient nous dire, oh, ce mouvement est exceptionnel. En réalité, au regard de l'histoire, absolument pas. Comme je vous l'ai dit, les émeutes des années 60, ça n'a rien à voir. Il y a une violence politique qui est démesurée par rapport à ce qu'on a pu voir cette année. Ensuite, en 92, vous avez les émeutes de Los Angeles, à nouveau pour des questions de violence policière. Et à nouveau, c'est un état de quasi-guerre civile. Donc les images d'aujourd'hui n'ont rien d'exceptionnel en réalité dans l'histoire américaine. Ensuite, il faut pas oublier que le confinement a eu un impact sur la violence politique. Il suffit de voir par exemple l'été 2020 en France a été particulièrement violent. Mais il y a un lien avec le confinement. Il est évident que si tu laisses 3 mois, 4 mois, 6 mois des gens chez eux, et que tu les libères d'un coup, il va y avoir une flambée de violence. C'est comme ça. Bon, ensuite, contrairement à ce qu'on dit, en fait, progressivement, la situation des Noirs s'améliore aux États-Unis. Alors, elle s'améliore surtout sur un point de vue économique. Parce que quand on compare la situation en 1960, elle était vraiment catastrophique. Il y avait énormément de pauvreté. On était à pas loin de, je crois, 37%. Aujourd'hui, ça a été divisé par 2, par 3. Et également, il y a eu une évolution dans la représentation politique. Il y a eu un président qui était à moitié noir. Il y a maintenant des députés noirs. Il y a des noirs, je veux dire, à tous les échelons de pouvoir. Alors évidemment, ils sont toujours sous-représentés. Mais je rappelle quand même que les noirs aux États-Unis, c'est 13% de la population. Vous voyez ? Alors moi, je considère que le Black Lives Matter mène aujourd'hui un combat qui est surtout sociétal et qui s'y s'inscrit dans la suite des combats menés par les Noirs contre la ségrégation, en fait, s'éloigne des revendications historiques des Noirs américains et ce n'est pas exactement la même chose. En fait, comme dans toute l'histoire américaine, vous avez majoritairement des Blancs qui se tapent dessus pour la cause des Noirs. La guerre de sécession, c'était ça. Actuellement, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, les Noirs, c'est 13% des États-Unis. Ils sont pas à même de créer tout le mouvement qu'on voit actuellement. En réalité, il y a les démocrates blancs qui soutiennent Black Lives Matter, en profitent également pour s'opposer aux républicains et, je veux dire, rentrer dans les cortèges. Alors ici, on fait pas un jugement de valeur. On se rend compte juste que dans les cortèges Black Lives Matter, il n'y a pas que des Noirs. C'est une réalité.
Alors donc ensuite, ils vont s'opposer aux milices suprémacistes blanches, mais c'est incroyable, quoi. En fait, c'est des blancs qui se tapent dessus, quoi. Alors également, on notera l'absence des latinos, des asiatiques et même des indiens, des vrais indiens, des indiens américains dans le débat. Eux, apparemment, ils subissent pas de discrimination. On sait pas trop pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que les Noirs aux États-Unis sont actuellement surtout en retard au niveau de la santé. Ils ont une santé qui est en moyenne beaucoup plus mauvaise que toutes les autres communautés. Il y a une stat incroyable, c'est c'est eux qui ont la durée de vie la plus courte, alors que paradoxalement, ça n'a pas de rapport avec le niveau d'études, par exemple, parce que les moins diplômés aux États-Unis, ce sont les latinos. Et pourtant, les latinos vivent en moyenne quasi 10 ans de plus que les Afro-Américains. Et donc, c'est vraiment fou, quoi. Et même avec le coronavirus, on a pu voir que la communauté afro-américaine a été beaucoup plus largement touchée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aviez même des Noirs américains qui viennent de banlieues aisées, donc qui ont bien réussi, qui étaient en moyenne plus touchés que les Blancs. Et ensuite, il y a un autre mouvement qui est en place, qui est en réalité en place depuis très longtemps, c'est la peur des Blancs américains, en tout cas d'une partie des Blancs, de perdre leur prééminence dans la société. Prééminence historique dans la société américaine. Donc des Blancs anglo-saxons. Et donc ça, c'est clair que ça explique aussi une partie du soutien à Trump et au mouvement suprémaciste. Donc ces deux mouvements viennent s'entrechoquer et créent le contexte actuel sur les tensions raciales. Comme je vous l'ai dit, les Blancs ont peur de perdre leur place dans la société américaine. Alors cette peur a deux raisons. Tout d'abord, une raison historique. Historiquement, comme je vous l'ai dit, ce sont les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, qui ont le pouvoir aux États-Unis. Ce sont en fait les protestants, les descendants des protestants rigoristes, qui ont fui le Royaume-Uni au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, pour s'installer dans les colonies américaines et qui ont traditionnellement dominé la sphère américaine, la sphère politique, économique. Bon. Donc ils ont peur de perdre cette prééminence, mais la peur de perdre cette prééminence est historique, ça date depuis longtemps, les années 60 c'était la même chose, ça explique le KKK en fait. Mais il faut mettre également en parallèle avec ce mouvement qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont ralliés à la cause des minorités et qui ont également adopté un point de vue beaucoup plus modéré. On pensera déjà à la guerre de sécession, quand vous avez les Blancs qui vont quand même se battre pour abolir l'esclavage, même si c'est pas aussi simple, il y a quand même un mouvement dans ce sens-là. Ensuite, vous avez eu aussi des ralliements pour des convictions personnelles. Par exemple, Bobby Kennedy se rallie à la cause des minorités par évolution, par conviction personnelle, ou bien également pour des raisons politiques. Quand les démocrates défendent les droits des minorités, c'est pas uniquement parce qu'ils aiment les minorités, c'est parce qu'il y a des minorités sur leur circonscription et qu'il faut soutenir leurs droits. Et n'oublions pas également que la guerre de sécession fut également une guerre économique menée par le Nord contre le Sud. Donc la cause des Noirs est entrée en ligne de mire là-dedans, mais autant par conviction personnelle que par réel politique, si l'on peut dire. Seconde raison qui explique que les Blancs ont peur, certains Blancs en tout cas ont peur de perdre leur prééminence dans la société américaine, c'est une raison sociale. En réalité, la situation des Blancs sans diplôme aux États-Unis devient bien pire que la situation des Noirs. J'avais vu des stats dans Alternative économique, donc on peut pas dire qu'Alternative économique c'est Kennon ou bien que c'est des sources complotistes. I know nothing about QAnon. C'était dans Alternative économique. Il racontait en fait comment progressivement le niveau de vie des Blancs sans diplôme notamment, qui sont nombreux aux États-Unis, diminue et leur durée de vie diminue, leur revenu médian diminue et en fait devient pire que les Noirs, alors que les Noirs progressivement connaissent une amélioration de leur niveau de vie. Les Blancs sans diplôme, c'est l'inverse. Et donc, ça explique toute cette cohorte de gens qui vont voter pour Trump. En réalité, ils vont voter pour Trump parce qu'ils estiment également être victimes d'une oppression économique. Donc, tous ces Blancs sans diplôme qui ont du mal à trouver un travail ou des travails très mal rémunérés, eh ben, leur colère, elle est aussi quelque part légitime contre un système qui surrémunère, aux États-Unis, c'est encore plus vrai, qui surrémunère certaines populations sur l'Est et l'Ouest, sur les côtes Est et Ouest des États-Unis, et qui laisse une grande partie des autres zones, comme la ceinture industrielle, la Bible Belt également, qui se retrouvent, je veux dire, sans infrastructure, sans bon travail, sans bonne rémunération. Ça crée une colère, et cette colère, elle vient alimenter la candidature Trump. Et
Et c'est cette colère qui l'a fait gagner en 2016. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait Trump et Biden, il faut pas rentrer dans la simple analyse qui consistera à diaboliser Trump. En réalité, Biden même, il lui suffit d'être l'opposant de Trump pour bénéficier d'un mouvement de sympathie. On connaît même pas son programme à Biden. On connaît pas celui de Trump non plus. Mais je veux dire, Biden, c'est le challenger. Normalement, il devrait y en avoir un. Eh ben, il n'y en a pas. C'est que Biden, il prétend aujourd'hui défendre des communautés. Pour autant, on lui connaît des liens avec des politiciens ségrégationnistes. C'est quelqu'un qui a quasi 50 ans de carrière politique derrière lui. Donc, moi, je considère qu'il n'est pas plus clean que Trump sur ses liens. En conclusion, plusieurs faits. Il faut sortir du manichéisme. Ils ont tous les deux récupéré des colères qui avaient leur légitimité sociale et politique, et chacun pousse leur communauté pour obtenir la majorité. Ensuite, la situation actuelle, au niveau de la violence, n'est pas aussi dramatique quand on regarde l'histoire des États-Unis. Ils s'en remettront. Il y en a déjà eu. En 68, il y avait de la violence politique. Des années 60, il y a eu des meurtres. Il y a eu un président assassiné. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas pire qu'à cette époque-là. Ensuite, il faut bien se dire qu'on ne sait pas si Biden, s'il est élu, ne sera un meilleur président que Trump. On n'en sait rien. Les démocrates sont pas forcément des meilleurs présidents. Je rappellerai que Lincoln était un républicain. Il y en a eu des très bons présidents démocrates, évidemment. Maintenant, moi, ce que je jugerais finalement plus inquiétant dans cette présidentielle, au-delà de ce que j'ai dit, c'est plutôt l'absence totale de débat d'idées. Et le fait qu'on assiste à une ultra-personnalisation de la politique qui s'est accentuée sous Trump. Et en réalité, il y a même plus de débat. On l'a pu le voir au débat qui s'était fait Trump et Biden là, début octobre. C'était pitoyable. Et ça m'inquiète davantage. Et je pense que c'est également un phénomène qu'on connaît en France. Moi, je mettrais ça en parallèle avec ce qui s'est passé en 2012 en France, lors de l'élection qui a opposé Hollande et Sarkozy. Et en fait, on a souvent dit que ça a été un référendum pour ou contre Sarkozy, et non pas pour ou contre les idées de Hollande. Résultat, Hollande a été élu, et il a été le président le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Parce qu'on a assisté à une ultra-personnalisation du débat. Et en fait, ultra-personnalisation qui était due également à la personnalité de Sarkozy. Ça, il faut pas le nier. Mais voilà, pour moi, c'est très inquiétant. Quand on est à une élection présidentielle, ce qui devrait compter, c'est comment on fait de la grande politique avec un grand P. Comment est-ce qu'on veut mener le pays. Et non pas uniquement quels sont nos goûts de nourriture, quels sont nos avis sur telle ou telle question sociétale. Finalement, c'est secondaire ça. Mais comment est-ce qu'on veut mener le pays? Et ça, c'est une question qui est absolument absente de tout le débat. Et évidemment, les médias ont leur rôle là-dedans. Car je voyais encore l'autre jour des vidéos sur les habitudes alimentaires de Trump. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous voyez? Et celle de Biden, c'est pareil. Mais comment est-ce qu'il veut mener le pays? Bah voilà, pour terminer cette vidéo, petit prono, qui va gagner? Trump ou Biden? Alors, tout le monde dit que c'est Biden qui va gagner. Ça rappelle quand même 2016. Hillary contre Trump. En réalité, moi, je pense que le résultat, quel qu'il soit, va être très serré. Et alors, il y a un modèle qui était intéressant, qui a été développé par un professeur de fac aux États-Unis. Il disait que Trump, donc il a dit ça en mars, que Trump avait 91%, selon son modèle statistique, 91% de chances d'être réélu. Alors, son modèle statistique a permis de déterminer 25 des 27 derniers présidents américains. Donc, en réalité, moi, je pense que c'est très serré. Lui, le gars qui a fait ce modèle statistique, il a dit que peut-être qu'avec le coronavirus, ça pourrait faire dévier ses prévisions et que Trump pourrait peut-être perdre. Il a dit ça pour se couvrir, à mon avis. Mais alors, moi, je pense que, honnêtement, c'est 50-50. C'est 50-50. Après, je suis pas américain, j'ai pas de bulletin de vote. Je sais pas exactement comment ça se passe là-bas. Mais je ne crois pas à une victoire très large de Biden. Ça m'étonnerait vraiment s'il gagne. Et alors, évidemment, s'il y a une victoire de Trump, il n'aura pas le vote populaire. Ça, c'est quasi déterminé. Mais je pense que s'il perd, ça sera vraiment d'une courte tête. Et on n'aura pas affaire à une défaite comme celle de Mitt Romney, par exemple, face à Obama. C'était quoi? C'était en 2012. Je pense pas du tout qu'on aura ça. Donc, we will see. Time will tell. Et n'oubliez pas, en politique américaine, winner takes all.
Allez, ciao, à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Allez voir ma vidéo sur Erdogan. On a eu un torrent de racistes et d'antisémites, partisans de je ne vous dirai pas quel parti, hein, évidemment l'AKP, qui se sont rués dans mon espace commentaire. J'en ai censuré beaucoup, quand même, il faut l'avouer. Il y a des commentaires qui étaient clairement racistes. Bon, j'étais un quoi? Un kurdo-arménien juif. Donc voilà, ce qui explique mon anti-akapisme. Hein. Alors qu'en fait, cette vidéo n'a rien du tout contre Erdogan et au contraire décrit des faits. Hein. Voilà. Et donc je vous incite à aller la voir. Elle est de très bonne facture. Et puis également aller voir ma vidéo sur l'histoire de Trump. Je vous la mets également dans le coin de l'image. Allez, ciao, à la prochaine et portez-vous bien.